Bonjour Adrien Quatennens. Dans les locaux de France Bleu Nord à Lille, comment accompagnez-vous les électeurs de la France Insoumise dans ces réalités quotidiennes, puisque vous coordonnez le programme de la France Insoumise, vous qui publiez Génération Mélenchon et qui vantez les atouts d'un chef lancé dans la campagne électorale depuis 2020 et qui se taille aujourd'hui la place dominante à gauche. Mais sur quelles valeurs? On fera le tour de ces valeurs, notamment lors d'un face-à-face avec le socialiste Patrick Mennucci, soutien d'Anne Hidalgo. Vous pouvez nous appeler, réagir, questionner notre invité. On vous attend au 0810 055 056. Et puis 13h40, comme chaque vendredi, les carnets de campagne de l'humoriste Régis Maillot. Ma France est sur France Bleu. Et dans l'actualité, puisque nous sommes attachés au sujet du pouvoir d'achat, évidemment, sur France Bleu, priorité des citoyens, je voudrais que nous regardions ensemble cette enquête de famille rurale, Adrien Quatennens, que vous avez découverte ce matin également. Le prix des fruits et des légumes a augmenté de 9% en 2 ans. Face à ce constat, l'association interpelle les politiques, dont vous êtes, le gouvernement en particulier, pour obtenir un coup de pouce pour les Français les plus démunis. Un chèque fruits et légumes. Alors d'abord, y êtes-vous favorable? Est-ce que la France peut continuer à gouverner à coup de chèques et à coup d'allègement? 2 choses. D'abord, merci de votre invitation, Andy Bouchard. La première chose, c'est, si vous me permettez, de juste recontextualiser rapidement les choses. La France que nous avons sous les yeux, la France d'Emmanuel Macron, c'est un océan de pauvreté qui s'étend, au milieu duquel vous avez des îlots de richesse toujours plus concentrés. Et je veux juste en dire un mot. Parce que, à l'heure où l'on se parle, on vient d'apprendre par une étude de l'ONG Oxfam tout récemment que dans la période de pandémie, les 19 mois de la pandémie, les milliardaires français ont accru leur fortune de 236 milliards. Pour pouvoir se représenter la chose, ça permettrait de quadrupler le budget de l'hôpital public. Ça permettrait de donner à chaque Français un chèque de 3 500 €. Comme ça, on peut traduire un peu des milliards dont on voit pas bien ce qu'ils représentent en quelque chose de concret. Et dans le même temps, la pauvreté s'est étendue. On est passé dans l'espace du quinquennat de Monsieur Macron de 8 à 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté pendant que la richesse s'est accrue entre quelques mains. Avec une paupérisation liée aussi au contexte sanitaire et 400 000 Français dont ils se satisfont au gouvernement qui les aient échappés à la précarité cette année. Ce n'est pas le contexte sanitaire qui explique la paupérisation. Il faut imaginer la richesse produite comme un stock. Vous connaissez Astérix et Obélix. Quand Obélix mange tout le gâteau, il reste que les miettes pour les autres. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. La part du gâteau. Donc, et face à cela, en plus, les Français ont à subir cette hausse des prix. Alors, il y a en quelque sorte 2 fronts. S'il y a une partie liée au gouvernement, parce qu'il y a une partie qui est liée à la politique du tout marché. Je prends un exemple. Vous avez parlé des fruits et légumes. Je m'en vais vous en parler dans un instant. Mais il y a les prix de l'énergie, par exemple. Je prends cet exemple qui est important, Wendy Bouchard, parce que voyez-vous, les factures d'électricité augmentent considérablement. On avait promis aux Français qu'en ouvrant à la concurrence, volonté de la Commission européenne, magiquement les prix allaient baisser. Depuis qu'on a ouvert à la concurrence, les prix ont progressé de 70%. Donc on a menti aux gens. Et aujourd'hui, les prix d'électricité augmentent sans qu'il y ait de contrepartie matérielle. La production d'électricité aujourd'hui ne coûte pas plus cher qu'il y a quelque temps. Les prix augmentent pour de simples effets de marché, puisque l'électricité est indexée sur le gaz, on ne sait pas bien pourquoi, juste pour créer artificiellement un marché. C'est d'ailleurs un sujet de réflexion au niveau européen. C'était juste pour vous dire que quand vous dites que c'est pas de la faute du gouvernement, s'agissant des matières premières, ça peut s'entendre, mais s'agissant d'un choix idéologique qui est celui du tout marché, c'est un choix politique qui a des conséquences concrètes dans la vie des Français. Alors maintenant, pour vous répondre sur que faire, il y a en quelque sorte 2 fronts. D'abord, la première chose, pour faire le lien avec mon explication, c'est que s'il y a cette pauvreté qui s'accroît dans un contexte de richesse toujours plus concentré, il faut organiser un partage de la richesse produite. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous portons l'idée que personne en France, quel que soit son âge, sa condition, ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté. Nous voulons porter le niveau des minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté. C'est à l'heure où je vous parle, 1063 €. Il faut aussi revaloriser le travail et les salaires, parce que pour bien consommer, il faut aussi avoir de quoi vivre. Nous voulons porter le SMIC à 1400 € net. C'est aussi une mesure écologique, dans la mesure où si vous êtes mieux payé, vous allez tourner sans doute vos consommations vers des produits de meilleure qualité. Par exemple, les fruits et légumes dont vous parliez. Alors, on va avoir le temps d'égrener quelques éléments du programme, mais très concrètement, vous êtes aux manettes aujourd'hui au gouvernement, vous avez cette réalité, alors la hausse du prix de l'essence, de l'énergie, la hausse des matières premières, on va en parler, la hausse des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on doit octroyer des chèques avant de réformer le système? Est-ce qu'on doit procéder par à-coup aussi? Et par chèque, ristourne, d'abord, je crois que dire que personne ne vit sous le seuil de pauvreté, qu'on augmente les minima sociaux à hauteur du seuil de pauvreté, c'est justement très concret, qu'on augmente les salaires également, qu'on étend la gratuité à un certain nombre de produits de première nécessité, par exemple. Nous pensons que
les premiers mètres cubes d'eau qui sont indispensables à la vie, pour prendre soin de soi, pour boire, pour se laver, devraient être gratuits. Et que, en fonction des revenus non, gratuit pour tout le monde, c'est-à-dire une gratuité universelle, et que en revanche, les usages qui sont moins indispensables soient payés plus cher. C'est philosophiquement l'idée de se dire, on peut concevoir que l'eau qui sert à boire ou se laver, qui est indispensable, coûte moins cher que l'eau qui sert à laver sa voiture ou à remplir une piscine. On n'interdira pas de remplir sa piscine à ceux qui ont la chance d'en avoir une, mais on peut comprendre que l'eau qui sert à remplir sa piscine coûte pas le même prix que l'eau qui sert à boire. Ensuite, vous m'interrogez sur les chèques. Il faut que les Français comprennent une chose, je crois qu'ils l'ont compris avec le chèque énergie qui a été proposé par le gouvernement, c'est que pendant ce temps-là, les principaux fournisseurs d'énergie ont réalisé des profits monumentaux. Qui va payer le chèque énergie ? C'est l'argent du contribuable. Donc demain, vous le paierez en impôts. Donc je crois que ça n'est pas la solution. Je préfère qu'on partage et organise une redistribution des richesses. Et ensuite, nous avons fait, vous l'avez vu, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui était d'ailleurs portée par Jean-Luc Mélenchon, qui est celle d'un blocage des prix des produits de première nécessité. Absolument. C'est vrai que toute la journée, les Françaises, les Français ont des injonctions, par exemple, à manger 5 fruits et légumes par jour pour prendre soin de leur santé, mais personne ne se soucie de savoir s'ils y ont accès et s'ils ont les moyens de se les payer. Donc le blocage des prix... C'est précisément pas le cas, c'est ce que fait une famille rurale aujourd'hui. C'est une des solutions, en effet. Adrien Quatennens, on va échanger un tout petit instant encore avec un journaliste et spécialiste du commerce et de la consommation. Bonjour Olivier Dauvert. Bonjour. Sur l'augmentation de ces produits alimentaires, s'ajoute à ce prix des fruits et légumes celui des matières premières, la farine, le pain, on va y venir, le prix des pâtes aussi. D'ailleurs, vous donnez la liste des magasins où on peut les trouver à des prix raisonnables. On en est arrivé là aujourd'hui. Il faut faire son marché en conséquence et choisir son enseigne en conséquence et quasiment au quotidien. Oui, parce que il y a une attente sociale pour du prix bas et il y a des distributeurs qui répondent de manière plus agressive que d'autres, et sachant que tous aujourd'hui sont sous cette tenaille de l'évolution du prix à la fois des matières premières, c'est le cas sur le blé, c'est le cas sur le sucre, c'est le cas sur la farine, c'est le cas sur le beurre. Il y a presque que le cacao qui est une exception où en gros en 2021, vous voyez, les cours du cacao ont baissé. Pour le reste, tout a augmenté et dans le même temps, et c'est ça qui est nouveau parce qu'en général, on n'a pas toutes les planètes mal alignées en même temps, là on les a. Donc dans le même temps, on a les emballages et le transport dont les coûts ont aussi augmenté. Et c'est pour ça que cette inflation est redoutée, elle est en train d'arriver et on aura malheureusement une espèce de printemps rouge sur le terrain des prix parce que dès lors que les négociations commerciales annuelles entre distributeurs et industriels qui se finissent le 28 février, alors on aura en rayon, quasiment dès le 1er mars, les nouveaux prix pour l'année et qui seront évidemment plus élevés sur tous les produits du quotidien que vous trouvez dans un supermarché ou un hypermarché. Il n'y a aucun doute là-dessus. Très bien. Et face à cela, on constate les pratiques, Olivier Dauvert, de la grande distribution. Alors, vous commenciez à les citer. On a l'opération des magasins Leclerc avec la baguette à 29 centimes d'euros. Suivi, il a annoncé hier par les magasins Lidl qui va s'aligner. C'est un jeu dangereux, avant de vous faire réagir, Adrien Quatennens, pour la défense des artisans et des agriculteurs, ou c'est un jeu régulier et régulièrement joué et établi par la grande distribution, Olivier? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir s'ils sont dans le cadre légal de la vente à perte ou non. Pour un peu connaître le sujet, vous m'en donnerez crédit quand même sur la distribution. Quand un magasin, quand un hypermarché achète de la farine à 95% française, qu'il la transforme pour faire de la baguette, même à 29 centimes, il ne vend pas à perte. Il faut arrêter de faire croire qu'il vend à perte. L'artisan ne pourra pas être à ce niveau-là, bien évidemment, mais parce qu'il n'a pas les mêmes coûts. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le débat, c'est que on est en train de reprocher à la distribution de vendre pas assez cher. Il y a des moments où on va lui reprocher de vendre trop cher. Donc, ce qui prouve bien quand même que face à tant d'injonctions contradictoires, la vérité peut être un peu plus nuancée que ce qu'on entend rapidement quand les corporatismes s'agitent pour dire que Leclerc est en train de tuer les boulangers. Non, c'est plus subtil que ça. D'ailleurs, figurez-vous que les boulangers, ce sont les artisans qui ont le mieux résisté à la distribution depuis 20 ans. Donc ça prouve qu'ils savent faire. Mais la distribution, elle n'a pas d'autre choix que de jouer sur ce marqueur prix pour faire venir des consommateurs à elle. Et là, elle est dans son rôle quasiment social, rendre la consommation accessible. Je vous prie de croire qu'il vaut mieux aller chez Leclerc ou chez Lidl que chez Fauchon ou chez Ediard. C'est aussi bête que ça, la vie de la consommation. Olivier Dauvert, on va écouter la réaction de Michel-Édouard Leclerc lorsqu'il est attaqué notamment par le chef Thierry Marx et Adrien Quatennens, vous réagissez sur le prix de la côte de porc qui est à 2 € le kilo. Écoutez-le. Chez nous, chez Leclerc, chez aussi Intermarché, Aldi et Lidl, nous avons ces 8 millions à 9 millions de Français que le Secours populaire qualifie de revenus indécents ou insuffisants. Ces consommateurs-là ont besoin de prix bas et nous sommes là pour ça.
voilà, on ne peut pas tout reprocher à la grande distribution. Adrien Quatennens, elle a besoin de parler à ces Français aussi précaires qui trouvent des solutions. Peut-être que le problème, c'est la précarité, du coup. Oui. C'est-à-dire que il y a deux choses, moi, qui m'intéressent beaucoup dans ce qu'ont dit vos deux invités. À la fois Michel-Édouard Leclerc, et, pardon, j'ai pas retenu son nom. Olivier Dauvert, spécialiste consommation. Les deux ont dit, les consommateurs sont en recherche de prix bas. C'est vrai, pourquoi ? Évidemment, quand vous avez des revenus faibles, un niveau de vie faible, vous êtes comme consommateur, en effet, en recherche de prix bas. Notre thèse, c'est qu'il faut sortir de cette dictature du prix le plus bas. Pourquoi ? Parce que comme consommateur, vous recherchez un prix bas, mais si vous êtes aussi travailleur, et souvent vous l'êtes, la dictature du prix bas, ça veut dire aussi des conditions de travail parfois dégradées, ça veut dire des conditions de production sociale et environnementale dégradées. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Si on rémunère mieux les gens, je vous en parlais tout à l'heure, en augmentant les salaires, en faisant que les gens aient un pouvoir de vivre qui soit meilleur, on va aussi permettre de mieux rémunérer et de plus justement rémunérer la production. Oui. Parce qu'on a parlé un instant, et moi je vais en parler, parce que je voudrais pas que quand on parle de blocage des prix des produits d'alimentation de première nécessité, on fasse naître des angoisses qui n'ont pas lieu d'être, par exemple chez les agriculteurs qui nous écoutent. Nous savons la situation de souffrance absolue de nos agriculteurs qui subissent y compris les pressions de la distribution et tout le reste. Ce qu'il nous faut, c'est justement faire en sorte que les gens soient mieux rémunérés. Croyez-moi, si vous augmentez les salaires, les gens vont pas aller spéculer en bourse ou faire d'État. Ça évite d'être à l'euro près au 15 du mois. Mais exactement, c'est-à-dire que et c'est d'autant moins supportable que, je l'ai dit, la richesse s'est concentrée entre quelques mains toujours plus. Et d'ailleurs, c'est à l'échelle du monde. La France n'est pas en reste, mais on apprenait dans la même étude que je citais tout à l'heure qu'en 19 mois de pandémie, à l'échelle de la planète, les milliardaires se sont enrichis en 19 mois de pandémie plus qu'en une décennie. Donc c'est-à-dire qu'on a là aussi un gros défaut, c'est que certains, beaucoup profitent de la crise. Pendant que beaucoup de Français tirent la langue, il y en a certains qui tirent bénéfice parce que c'est ainsi, le capitalisme tire même profit des situations de crise, fût-ce même des crises sanitaires. Les fameux profiteurs de la crise. Donc ça c'est pareil, il faudrait pouvoir imaginer une taxe exceptionnelle. Nous on avait proposé par exemple une chose simple, on avait dit pour les grosses entreprises, celles qui réalisent un chiffre d'affaires très important, s'il y a un surplus de profits et de bénéfices notoires pendant la période de crise, comparativement à l'année N-1, on devrait à 50% taxer ce surplus de bénéfices. Il n'y a pas de raison qu'on tire profit d'une situation de pandémie. Voilà. Un dernier mot, Adrien Quatennens, et je remercie Olivier Dauvert, journaliste et spécialiste de la consommation, sur la hausse du prix des carburants. Hier à midi, le candidat communiste Fabien Roussel était sur le péage de Saint-Arnoux en Yvelines pour dénoncer la hausse des prix du carburant. Vous êtes comme lui pour la baisse de la TVA sur l'essence, mais vous savez combien ça va coûter à l'État comme manque à gagner ? Non, 5 milliards d'euros. Non, vous commettez juste une petite erreur. Nous, on n'est pas pour la baisse des taxes, en fait. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous baissez les taxes sur les prix des carburants, ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre en moins dans les caisses de l'État, qui sert à financer tout un tas de choses dont nous avons besoin. Et à la fin, c'est les Français qui payent. D'accord. Non, pardon de vous redire, Wendy Bouchard, que si vous prenez par exemple Total et les profits incroyables et les dividendes monstres qu'ils se sont fournis pendant la période de pandémie, pendant ces dernières années, si on taxait ne serait-ce que de manière minimaliste ces super profits, on pourrait redistribuer aux Français qui consomment de l'énergie plus que le chèque Castex que les Français vont se payer eux-mêmes. En bloquant les prix du carburant à la pompe. Question fondamentale, c'est celle de la question du partage des richesses. J'y reviens toujours parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Merci Adrien Quatennens d'être avec nous dans Ma France, sur votre France Bleu. Nous sommes dans les locaux de France Bleu Lille jusqu'à 14h. Ma France est sur France Bleu. Et dans l'actualité des dernières heures, la nuit de la solidarité, Adrien Quatennens, dans 18 villes de France. C'est une opération de recensement des sans-abri de Paris à Metz, de Grenoble à Toulouse et Montpellier, de Rouen à Lyon, de Mulhouse à Marseille, de Bordeaux à Dijon. Dunkerque et Arras ont été aussi concernés par ce recensement de milliers de bénévoles. Ils ont échangé toute la nuit avec les sans-abri, comme notre journaliste Philippe Bocara de France Bleu Provence, qui était aux côtés d'Abel, un homme à la rue après son divorce. Écoutez. Je suis divorcé avec ma femme et j'ai pas d'appartement. Où est-ce que vous dormez ? Dans le parking, dans une voiture cassée, je dors dedans. 6 mois de bracelet parce que je dors dans une voiture. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir avec les associations et les aides ? Logement, j'ai un fils, il est avec sa mère à Herbel. Quelque chose, un studio ou quelque chose pour voir mon fils. Comment vous faites pour manger ? Et à 115, il me sert en fait. Ou des fois, je passe le snack, je dis j'ai faim, il me donne. Et des fois, il n'y a pas, je ne mange pas. Vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est la souffrance. Voilà, Abel, cet homme à la rue en Provence avec Philippe Bocara. Bonjour, Océane Clessen. Bonjour.
Océane, vous êtes étudiante à l'Institut régional du travail social dans les Hauts-de-France et vous avez passé toute la nuit à Dunkerque au contact des sans-abri. Vous venez d'entendre Abel. Tous ceux qui vous ont parlé cette nuit-là ont-ils échangé justement avec cette urgence du logement, d'un toit pour conserver cette dignité ? Oui, c'est ça. C'est vrai que dans notre région, mais pas que, dans la France entière, en fait, il y a énormément de sans-abri et qui sont pas forcément pris en charge et qui sont mis aussi un peu de côté dans la société. Et c'est vrai que là, c'était la nuit de la solidarité, mais il faut pas oublier qu'ils sont là toute l'année et c'est pas en une seule nuit. Je pense qu'on peut faire le recensement entier de la France entière des personnes sans-abri. Évidemment, mais qu'avez-vous appris de ces échanges qui vous ont probablement éprouvé cette nuit, Océane ? C'est bien que tout le monde se soit porté bénévole justement pour recenser la réalité du terrain et pas que les chiffres qu'on peut trouver dans les livres ou sur Internet, parce que de voir la réalité en face, ça nous met vraiment face à la réalité. On se rend compte de la précarité qui règne dans la France entière. Adrien Quatennens et Océane restent avec nous. C'est une opération qui prend de l'ampleur au niveau national. On recense pour essayer de connaître les besoins des personnes à la rue. Il y a cette estimation 300 000 sans-abri en France. Or, l'accès au logement est un droit, une condition de dignité et d'humanité. Tous les candidats se sont exprimés sur ce sujet. Tous les présidents ont fait des promesses. On va de vœux pieux en vœux pieux. Le zéro SDF n'existera donc jamais dans les rues de France. 300 000, c'est 2 fois plus qu'en 2011. C'est 3 fois plus qu'en 2001. Je veux saluer Océane puisqu'elle est avec nous et tous les bénévoles qui ont participé à cette opération. Ça me parle d'autant plus que moi, c'est l'action auprès des personnes sans abri ici à Lille qui m'a poussé ensuite à faire de la politique. Et donc je sais ce que ça veut dire, bien sûr, et je sais ce que ça veut dire que d'aller au contact direct avec ces personnes. Et parfois même, c'est le seul contact humain qu'elles ont quand les associations viennent vers elles. Donc il faut effectivement des solutions pour ça, parce que c'est une situation d'urgence sociale. J'en pose quelques-unes sur la table que nous avons dans notre programme. D'abord, nous sommes favorables à l'idée d'instaurer une forme de sécurité sociale du logement, c'est-à-dire une garantie universelle des loyers sous la forme d'une sécurité sociale. Il faut absolument interdire les expulsions sans solution de relogement. Rappelez qu'un toit, c'est un droit. Dans notre pays, et Océane le sait, il y a beaucoup de bâtiments vides également. Il faut pouvoir les réquisitionner pour mettre les gens qui sont dehors à l'abri. Et ensuite, ça coûtera moins cher, probablement, que l'hébergement d'urgence, que tout ce système aussi social qui vient à la rescousse. C'est nécessaire, mais des solutions comme l'encadrement des loyers, le fait de dire on peut plafonner les loyers des HLM à 20% des revenus d'un ménage. Le fait de construire davantage de logements sociaux. Dans le programme, nous, on s'engage à construire 200 000 logements sociaux par an avec le respect de normes d'éco-construction. Il y a énormément de boulot. Et nous en faisons une priorité. Jean-Luc Mélenchon s'y est engagé. La priorité des priorités, si nous gouvernons ce pays, c'est de faire en sorte que plus personne ne dorme à la rue le plus rapidement possible. C'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en 2006 et Emmanuel Macron en 2017. Mais pour ça, il faut faire des choses ambitieuses. Ça demande des investissements et ça demande qu'on se retrousse les manches. Les solutions, elles existent, mais il faut de la volonté politique derrière. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour saluer encore tous ces bénévoles. Dont vous étiez il y a quelques années encore, Océane Claessens. Merci à vous d'avoir passé la nuit au contact de ces sans-abri dans les rues de Dunkerque, vous qui étudiez à l'Institut régional du travail social dans les Hauts-de-France. Il est 13h26. Ma France 2022, la consultation citoyenne de France Bleu. Adrien Quatennens, vous le savez peut-être, Ma France, c'est aussi l'émission qui fait contribuer nos auditeurs au débat public. Ils nous transmettent leurs idées, leurs solutions pour Ma France 2022. Et je crois que nous sommes bientôt avec Michel, d'ailleurs, au standard de France Bleu. C'est un bel engouement, Marine Logénie, pour commencer. Hein. Oui, la barre des 550 000 participants et des 4 millions de votes est franchie. Les auditeurs de France Bleu, un grand porteur d'idées. Et parmi les 10 premiers thèmes abordés, ceux qui vous préoccupent au quotidien, la fiscalité, bien sûr. Adrien Quatennens, soyez attentifs. Certaines propositions pourraient bien vous rappeler quelque chose. Celle d'Adrienne, par exemple, 50 ans, qui propose de retaxer le CAC 40, rétablir l'impôt sur la fortune. Et ça, ça fait écho au récent rapport d'Oxfam, l'ONG Oxfam. Il en ressort que la fortune des milliardaires a davantage augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie. À titre d'exemple, en France, les 5 premières fortunes ont doublé leur richesse. Alors, est-ce qu'il faut taxer les profiteurs de la crise? Adrien Quatennens, c'est votre idée. Et d'abord, qui sont ces profiteurs? Bien, je crois que je l'ai dit, les profiteurs, c'est en tout cas pour ce qui est des entreprises, les grosses entreprises à gros chiffres d'affaires qui ont réalisé des surplus notoires pendant la période de pandémie comparativement aux autres années de leurs activités. Alors, comme j'ai déjà proposé un certain nombre de choses et qu'on élargit là le sujet à la fiscalité dans sa globalité, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qui a été avancée. La suppression de l'impôt
l'impôt sur la fortune à laquelle a procédé, sa transformation sur la fortune immobilière à laquelle a procédé Emmanuel Macron, elle nous a été vendue en disant ça va en quelque sorte profiter à l'économie, etc. Bon, il y a des rapports qui regardent précisément ce que ça a provoqué. Ça n'a eu aucun effet sur l'économie et l'investissement. Par contre, ça a eu pour effet d'accroître encore plus les revenus des 0,1% les plus riches au sommet. Donc oui, il faut rétablir l'ISF. Ça fera pas toute une politique fiscale. Moi, je veux que les auditeurs qui nous écoutent entendent ceci. Parce que parfois, on entend, oui, alors si la gauche de Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, ça serait la gabegie en termes d'impôts. Bah, retenez ce message simple, parce qu'on a mis en ligne un simulateur fiscal. Oui. Nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est passer des 5 tranches d'impôts qu'on a aujourd'hui, qui concentrent tout l'effort sur, en gros, la classe moyenne. C'est-à-dire à 14 tranches. C'est-à-dire en proportion de leurs revenus, les plus riches payent moins que la classe moyenne. Donc, nous voulons étaler l'effort entre tous, mieux le répartir. À 14 tranches. Ça a un effet, passer à 14 tranches, que c'est pas concret pour ceux qui nous écoutent. Mais on allège la fiscalité des classes moyennes. Ça. Toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient moins d'impôts si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir. Et donc les Français les plus aisés que vous seriez prêts à taxer 65%. Sur les tranches supérieures. Non, ça n'a rien de confiscatoire. C'est de la redistribution et surtout c'est à partir de certains nombres de certaines tranches. On avait dit au-delà de 300 000, on va vers une fiscalité qui prend un maximum, mais sur la tranche supérieure. Vous savez, parce que parfois on dit oui. Vous avez par exemple, je pense à monsieur Bernard Arnault qui dit je paye, qui dit je paye. Alors lui qui gagne en 6 secondes, je crois, ce que gagne un travailleur au SMIC en toute une vie. Il dit oui, mais regardez la somme considérable d'impôts que je paye. Monsieur Bernard Arnault, oui, vous payez des sommes considérables, mais en proportion de vos revenus, c'est peanuts à côté de ce que payent des contribuables de la classe moyenne. Donc c'est une question de justice tout simplement et de nécessité en plus de procéder des investissements dont on a besoin pour l'hôpital, pour l'école, pour nos services publics. Adrien Donc c'est nécessaire de le faire. On va parler d'un autre thème qui revient très souvent dans cette consultation et dans les propositions d'ailleurs des auditeurs, Marine Le Génie, c'est l'impôt sur les successions qu'une majorité de contributeurs d'ailleurs et probablement une majorité de Français qualifient d'injuste. Oui, 8 Français sur 10 sont favorables à une baisse de l'impôt sur les successions. Il faut mettre en place une fiscalité progressive sur les transmissions du patrimoine qui creuse de plus en plus les inégalités. Voilà ce que nous dit Erwan, 60 ans. Alors Adrien Quatennens, que fait votre candidat Jean-Luc Mélenchon s'il est élu président en avril prochain avec cet impôt ? Alors évidemment que la question de la reproduction des inégalités par l'héritage mérite d'être posée. C'est-à-dire quand on dit égalité, non, on n'est pas tous nés de la même manière et avec les circonstances sociales qui sont les mêmes. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est s'attaquer en effet à ce sujet. Et quelles que soient nos circonstances, ce droit de succession est injuste pour tout le monde. Avec une proposition sur l'héritage, c'est au-delà de 12 millions, on redistribue tout. Alors 12 millions, vous allez dire, vous êtes peu être concerné dans ce studio, je le crois, et ça fait très peu de monde. Donc là, ce serait au-delà de 12 millions et on le redistribue, notamment par cette idée que nous avons d'une garantie autonomie à la jeunesse, c'est-à-dire avec l'argent qu'on récupère de ce niveau d'héritage maximum, on redistribue 1 000 € à chaque jeune qui est indépendant du foyer fiscal de ses parents. C'est-à-dire on veut permettre à la jeunesse du pays de pouvoir étudier tranquillement et de préparer la suite sans avoir à occuper toutes sortes de petits jobs et se rendre la vie impossible comme on le voit. Donc on ne supprime pas les droits de succession à proprement parler, vous les conservez. Exactement. Merci Adrien Quatennens et merci Marine Le Génie. Vous contribuez sur francebleu.fr et mec.org. À tout de suite dans Ma France, 13h31. Nordiste, Ma France jusqu'à 14h avec le député du Nord, Adrien Quatennens. Manuel Calma, qui travaille avec nous pour cette émission Ma France, est allé il y a quelques instants poser la question aux Lillois. Qu'est-ce que cela vous inspire, Adrien Quatennens? Le connaissez-vous? On va les écouter, ces Lillois, avant de vous entendre Stéphane Barbero. Bonjour Stéphane, qui est journaliste à France Bleu Nord. Écoutez ces Lillois avec Emmanuel Calma. Quatennens, non, je connais pas. À vrai dire, je le connais seulement de nom. J'ai pas forcément d'avis défini sur lui. Voilà, je suis jeune et la politique, ça m'intéresse, mais de là à connaître vraiment ses pensées, je connais pas grand-chose. Donc voilà. Moi, il me déplaît pas. Voilà. Et je pense que c'est un bon soutien pour Mélenchon. Physiquement, oui, parce que avec ses cheveux roux, il fait partie du parti de Monsieur Mélenchon. Mais sinon, non, rien d'autre. Oui, je le connais. C'est le député de la France Insoumise. Je crois la circonscription Lille-Moulin, il me semble. Moi, je serais plutôt sur la problématique écologique. C'est un nouveau? C'est un député. Je sais que c'est un député. Ouais, c'est chacun. Mais je sais pas de quel parti, sérieusement. C'est le monsieur avec une coupe en brosse roux, hein?
Si, bon, on le connaît, mais je connais pas son nom. Ouais. Le fait de changer la Constitution et puis de passer à une autre république, pourquoi pas? Vous imprimez aussi par vos passages médiatiques. Manifestement, la télévision a fait l'enfant du pays que vous êtes. Stéphane Barbero, c'est ce qu'il faut souligner. Vous êtes né dans les Hauts-de-France. C'est un enfant du Nord, Adrien Quatennens. Exactement. Je ne vais pas revenir sur la description physique. Je crois qu'on l'a comprise. À Lille, on vous voit beaucoup, Adrien Quatennens, aux manifestations, en soutien aux ouvriers en grève également. Quand il y a des conflits dans ces entreprises, vous vous engagez aussi sur les luttes sociales. Mais vous ne mouillez pas beaucoup le maillot sur les élections locales. En tout cas, vous n'y êtes pas candidat. Les régionales l'an dernier, vous n'étiez pas sur la liste. On vous attendait au municipal à Lille il y a 2 ans. Vous n'êtes pas venu non plus. On observe d'ailleurs une sorte de coexistence pacifique avec la socialiste Martine Aubry, alors qu'au plan national, les relations avec le PS sont nettement plus froides. On notera d'ailleurs que votre élection en 2017 était due en partie à l'appel à voter pour vous de la part du candidat PS qui était très proche de la maire de Lille. Premier coup d'éclat dès le début de votre mandat. Vous avez porté la voix de la France insoumise pour vous opposer à la première grande mesure du quinquennat, c'était la loi travail. Vous accusiez à l'époque la majorité d'organiser un meurtre avec préméditation du code du travail. Vous avez un goût certain pour les formules choc. Il paraît que vous êtes un bosseur. Vous pouvez vous enfermer une demi-journée pour préparer une émission politique dans laquelle vous êtes invité. Je ne sais pas combien de temps vous avez consacré à celle-ci. Du côté de la République En Marche, certains vous surnommaient avec dédain dans leur bouche le député call center au début, parce que vous êtes l'un des rares députés de la catégorie des employés. Vous étiez chargé de clientèle à EDF. Un député musicien, vous jouez de la guitare avec d'autres parlementaires d'ailleurs encore aujourd'hui. Après avoir été membre du groupe de ska punk baptisé, écoutez bien Wendy, Chicon Gratin. Je suis obligé d'évaluer vos connaissances en ch'ti d'ailleurs, Wendy. Chicon endive. Exactement. Bravo. Chicon Gratin, gratin d'endive. En musicien que vous êtes, vous avez donc le rythme du militantisme depuis longtemps. Les manifs au lycée contre le CPE, c'était en 2006. À Attaque, l'association altermondialiste. En 2013, adhésion au parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il paraît que vous avez eu les larmes aux yeux la première fois que vous aviez vu Jean-Luc Mélenchon en meeting, c'était à Lille en 2012. Alors vous êtes moins volcanique dans le tempérament que Jean-Luc Mélenchon, plus mesuré, certains diront peut-être un poil froid. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie, Adrien Quatennens? Est-ce que ça peut être la succession à Jean-Luc Mélenchon un jour? Stéphane Barbero, merci. Adrien. C'est le moment de répondre. Oui, je fais quoi? Écoutez, moi, tout à l'heure, on entendait Océane, et moi, c'est vrai que je suis venu à la politique après ça. C'est-à-dire le sentiment que des choses me déplaisaient et que la meilleure manière de les changer, c'est de se battre pour avoir les leviers dans les mains, quoi, tout simplement. Et le but, c'est ça, c'est l'application d'un programme. Donc si on arrive à convaincre des gens par notre action, si les gens sont contents de l'action que nous menons, le mandat qui nous a été confié pour l'instant, c'est un mandat d'opposition, mais je crois que ce mandat a été bien rempli. Alors maintenant, la suite, écoutez, on est à 80 jours d'une élection présidentielle, donc c'est un moment qu'on attend avec impatience. Il se trouve qu'on en parlera peut-être après, mais la dynamique est plutôt bonne en ce moment pour nous. Et je pense que le second tour que tout le monde donnait il y a 6 mois, qui verrait M. Macron face à Mme Le Pen et M. Macron automatiquement réélu, est beaucoup plus ouvert aujourd'hui, avec un ticket d'entrée au second tour vers 16%, et la nécessité pour nous d'une participation populaire importante. Donc la suite, c'est assez simple, il n'y a pas 50 options. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, sans aucun doute, avec mes camarades, je serai appelé à des responsabilités plus importantes. Et si ça n'est pas le cas, il faudra, sa dernière campagne, il faudra continuer le combat dans tous les cas, voilà, et on sera là. Et c'est vrai que ça me fait rire d'entendre ce que les gens ont à raconter. Et le fait que oui, c'est le rouquin quoi qu'on repère parfois. Alors moi j'en ai bavé pendant toute mon enfance avec ça. Et puis aujourd'hui que je fais de la politique, c'est marrant, mais ça fait quelque chose qui provoque le fait que les gens me reconnaissent. Ça vous singularise, c'est ça, quelque part. De fait, sans avoir vraiment le choix. Mais... Oui, mais bon. En tout cas, c'est la dernière campagne de Jean-Luc Mélenchon. On le disait, et dans votre livre que vous avez sous les yeux, Génération Mélenchon, aux éditions du Seuil, vous vous interrogez. Si un jour, dans les années à venir, il m'apparaissait que je puisse être utile à ce poste de combat, l'élection présidentielle, alors je le dirais. Mais être candidat à la présidentielle, ce n'est pas un tour de manège que l'on attend pour se faire plaisir ou pour flatter son ego. On est dans l'actualité politique. Vous visez quelques-uns des candidats. Est-ce que Christiane Taubira, par exemple, est dans cette posture-là, flatter son ego? C'est-à-dire que quand on voit la situation que nous avons sous les yeux aujourd'hui, je crois que tout le monde comprend maintenant, il n'y a pas de raison que ça change, que Jean-Luc Mélenchon est bien en tête dans l'espace de la gauche. 10-11%, ça vous va à ce niveau-là de l'élection? C'est l'étiage dans lequel nous étions en janvier 2017, avec le résultat que vous connaissez après, c'est qu'au mois de mars, à 11%, on passe à 4
semaines plus tard, 19,5%. Et quand on voit qu'aujourd'hui, le second tour est à autour de 16%, tout ça est possible. À la condition, en effet, que les électeurs sachent se regrouper autour d'un vote efficace. Et aujourd'hui, c'est clairement ce vote pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, nous, on continue. Alors, non seulement on fait campagne, et vous l'avez vu, avec des méthodes de campagne éprouvées, notamment le fait d'avoir un programme, ce qui est quand même pas une mince affaire, mais tout le monde n'en a pas. Le fait de faire des meetings importants comme ceux qu'on a réalisés dernièrement avec Jean-Luc Mélenchon à Nantes ou à Strasbourg. Les parlementaires qui s'engagent aussi. Et surtout, je veux saluer tout le travail que font chaque jour, chaque semaine, les militants sur le terrain. Un travail qui, de fait, passe un peu sous les radars médiatiques, mais qui consiste à aller dans tous les quartiers où les gens ne votent plus, où plus personne ne fait le travail. Parce qu'il y a une chose très simple qui se passe. Les électeurs de M. Macron, ils ont déjà mis leur réveil matin pour aller voter au mois d'avril. Donc en fait, tous les autres, ceux qui ont plein de raisons de se tenir à l'écart de la politique, il faut leur dire, si vous voulez que ça change, il faut y aller. Voilà ce que nous avons à faire dans les 80 jours qui restent. Absolument. Et je crois que c'est en effet possible et c'est pour ça qu'on se bat. On va parler dans quelques instants d'une enquête IFOP sur le vote des banlieues précisément qui vous est relativement favorable, mais on verra que la droite nationale populiste est également très attractive et implantée. Michel, vous êtes avec nous, vous nous appelez de la Somme. Bonjour Michel, sur France Bleu. Bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons madame, si vous avez une question ou un témoignage à livrer à notre invité Adrien Quatennens pour la France Insoumise. Voilà, j'aimerais que l'on parle un peu plus aussi des petits retraités, parce que moi je n'ai pas pu travailler, j'étais obligée d'élever ma fille, donc j'ai 300 € de retraite. Je ne vis que sur la retraite de mon époux, de 1500 €. Alors vous voyez, avec toutes ces augmentations, vraiment, nous habitons la campagne, nous sommes obligés de prendre notre voiture. À tel point, je vais vous dire, j'ai toujours voté, je ne voulais même plus me déranger. On ne parle jamais des anciens, les salaires. Moi, je suis d'accord. Oh là là, j'ai été assez de manifs pour les salaires, donc je peux vous dire que je suis d'accord pour qu'on augmente. Il faut rétablir cet impôt sur la fortune, ça c'est une honte. Mais j'ai bien peur qu'avec, on a déjà eu la gauche avec les socialistes, on a surtout subi des augmentations des taxes. Toujours les taxes. Vous trouvez qu'on parle davantage des actifs et des revenus et des salaires augmentés que des retraites et des retraités dont vous êtes, Michel. Réaction d'Adrien Quatennens à votre témoignage et merci de nous appeler, Michel. Bonjour Michel. Mais d'abord, clairement, c'est en effet un problème que celui des petites retraites ou alors des personnes qui, comme vous, se sont mises au service parfois de leur mari et n'ont pas les droits escomptés à la retraite. Donc je rappelle une mesure que nous souhaitons mettre en œuvre, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète pour bien être entendu. Nous avons les moyens dans ce pays, compte tenu de la richesse qui est produite, de faire en sorte que personne, je dis bien personne, quelle que soit sa condition, ne vive sous le seuil de pauvreté, de revaloriser les minima sociaux jusqu'à ce niveau. Et pour ce qui est de la retraite en tant que telle, pour une carrière complète, nous estimons que personne ne devrait avoir une retraite inférieure au SMIC. Donc pour une carrière complète, le minimum retraite, c'est le niveau du SMIC. Alors bon, tout le monde peut dire, mais Monsieur Quatennens, Noël est passé, là vous nous faites une liste au Père Noël. Non, entendez bien une chose, il s'agit de répartir la richesse produite. Et nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines de faire une nouvelle démonstration de chiffrage détaillé de notre programme. Et je vous assure que quand vous voyez les chiffres, quand vous travaillez avec des économistes, vous dites qu'il y a largement de quoi faire et qu'on s'habitue finalement à regarder nos chaussures, à dire ah non, on peut pas faire, c'est comme ça, il y a des riches, il y a des pauvres. Non, il faut mettre les mains dedans et organiser les choses autrement, on le peut. Et pour que Michel, qui a travaillé toute sa vie, ne compte pas son argent et ses 300 € de retraite par mois. Adrien Quatennens face à Michel, notre auditrice de la Somme. Il est 13h42, traditionnellement, comme chaque vendredi, le vendredi politique, ce sont les carnets de campagne de l'humoriste Régis Maillot. 13h42. Allô Maillot. Allô Maillot. Bonjour et bienvenue Régis. Bonjour Wendy, vous pouvez me rapporter des gaufres fourrés à la vergeoise, j'adore ça. Bien sûr, mais oui. Laissez-moi terminer l'émission et je m'en vais vous apporter les gaufres. Les petites courses, allez, c'est les carnets de campagne, c'est parti. À la campagne. Alors à gauche, hein, c'est déjà la fin des soldes, ils ont tout liquidé. Très étonné qu'on ferme. Et oui, premier dépôt de bilan, Arnaud Montebourg, un Terminada, la remontada. Il nous a fait une Florange bis, le Arnaud, fermeture de l'usine. Bon, plus de clients, aucun repreneur, hein, c'est triste parce que moi je l'aime bien, Montebourg. Son souci, c'est qu'il n'a pas la tête de ses idées. Montebourg, c'est Che Guevara qui aurait été élevé chez les Duquesnois. Il n'a pas un physique de gauche, ce côté vieille France, noblesse de province, désargenté, ne fait pas très ouvrier. Alors, article suivant, dans la catégorie fin de série qui partent pas, j'ai voulu m'acheter cette semaine le programme d'Anne Hidalgo, mais finalement j'ai renoncé, c'est bien au-dessus de mes moyens. Hein. Anne Hidalgo, elle a un côté qatari au PSG, hein. Elle arrose tout le monde. Vous avez vu, elle a promis une dotation de 5 000 € à chaque jeune pour son 18e anniversaire, c'est formidable.
Je veux dire, quand tu en arrives à acheter les suffrages de citoyens qui n'ont pas encore l'âge de voter, ça sent la détresse respiratoire. Vous savez, la fameuse PLS, la position latérale de socialisme. Alors, puisqu'on est dans l'esprit vide-grenier et foire-fouille, si on parlait de la primaire populaire. Alors, la primaire populaire, c'est le 49-3 de Christiane Taubira. Christiane Taubira, l'égérie des bobos en basket Vedja, qui a dit qu'elle se plierait au résultat de la primaire de gauche. C'est formidable. On dirait Louis XIV qui fait allégeance au roi Soleil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la primaire populaire, c'est Djokovic, mais à l'envers. C'est-à-dire, on t'oblige à participer à un tournoi sans ton consentement. Les gars, ils appellent à une candidature unique à gauche. Bon, le problème, c'est que personne ne décroche. Allez, avant de nous quitter, je voulais saluer notre invité, Adrien Quatennens. Bonjour, chers collègues. Bah oui. Bonjour. Bah oui, parce que maintenant que les meetings ont été remplacés par les spectacles, c'est l'inverse, pardon. La politique, c'est devenu du showbiz. Alors j'étais à Nantes, vous savez, au concert en Odorama de Jean-Luc Mélenchon, hein. Pas par conviction, hein, par annulation, parce qu'au début j'avais prévu de voir Julien Doré, mais le spectacle était reporté à cause des jauges Covid. Du coup, je suis passé de Coco Caline à Coco Staline. Et je confirme que la promesse olfactive a été tenue. Ça sentait la gauche, hein. Ça sentait fort. Faut dire, j'étais assis à côté d'un zadis qui s'était pas lavé depuis l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. En tout cas, quelle innovation technologique. Mélenchon, c'est la star dans la Silicon Valley, c'est le Jeff Bezos des terrils. On se serait cru aux States. C'est quand même la première fois que je voyais un show à l'américaine pour dénoncer le libéralisme. Viva Zapata, youpi Zavata. Régis Maillot et ses carnets de campagne. Oui. Alors oui, meeting olfactif dimanche à Nantes et tout le monde avait un masque FFP2 hein, dans l'Assemblée. On l'a distribué. Ça veut dire que ça sentait bon quand même. Évidemment, ça sentait bon pour vous, cette nouvelle génération, cette technologie au service aussi d'un discours. Adrien Quatennens. Ça sentait bon la qualification au second tour de l'élection présidentielle. Carrément. Et non, mais c'est-à-dire que, et je pense que tout le monde l'a vu si vous avez suivi le discours, la technologie et la forme ne vient pas supplanter ou remplacer le fond. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est la technologie, la mise en scène, mise au service d'un propos politique. Pardon, mais une campagne électorale, si on vous invite à venir voir un intervenant qui, avec un ton de filet d'eau tiède, lit un papier ou un prompteur derrière un pupitre en plexiglas, c'est pas exactement la même chose que si on y met un peu de forme. Et ça, il se trouve qu'on sait faire, ça aussi. Donc, du coup, ça fonctionne. Et puis surtout... Enfin, vous l'avez vu, quoi. Il y a beaucoup de monde dans ces meetings. 3 jours plus tard, Jean-Luc Mélenchon est à Strasbourg. Il fait 2500 personnes. La salle principale est pleine. On en ouvre une deuxième qui est pleine aussi. Il reste des gens dans le hall. Je trouve que tout ça est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, si j'en crois les commentaires, je me méfie un peu, hein, parce que je sais que quand les commentaires médiatiques sont un peu trop élogieux, c'est que la peau de banane arrive derrière. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt une dynamique qui est constructive et qui, je pense, peut nous porter. Et pour le reste, tout ce que décrivait avec humour et fantaisie Régis Maillot a un vrai fondement quand même. La gauche se cherche, et pour le moins, ce matin, dans le magazine Les Inrocks, appel d'une centaine d'artistes aux citoyens pour qu'ils participent à la primaire populaire. Alors vous retrouvez Juliette Binoche, Charles Berling ou Jean-Pierre Daroussin. Il faut voter pour cette primaire qui aura lieu du 27 au 30 janvier, disent ces artistes désœuvrés. Bon, après tout, c'est la démocratie. Allez voter, c'est ce que vous dites, même si ça ne changera rien pour vous et pour votre candidat. Il faut arrêter à 80 jours de l'élection de semer la désespérance. Sur le thème, si vous n'êtes pas unis, ça marche pas, donc allez vous coucher, rentrez à la maison. On est à 80 jours de l'élection maintenant, donc il faut un peu de sérieux. D'abord, ici, vous êtes dans les Hauts-de-France, vous le savez, Wendy Bouchard, et il se trouve que la France Insoumise a permis, aux dernières élections régionales, de faire cette fameuse union de la gauche dont tout le monde a très très envie. Et on a vu le résultat, c'est que la gauche rassemblée, elle fait moins que la gauche dispersée la fois précédente. Pour une raison que tout le monde doit comprendre, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, il y avait Michel au téléphone qui disait on a voté pour la gauche socialiste, puis on a l'impression que les choses se sont pas arrangées du tout. Il y a des gens qui n'ont plus envie de manger de certains potages qu'ils ont beaucoup goûté, voyez-vous. Et donc, le plus important, c'est le programme et la conviction sur des idées. Quant à cette primaire populaire, je vais vous dire... D'abord, elle sert qui? D'abord, première chose, il n'y a même plus de primaire, parce qu'en fait, c'est pas une primaire, c'est un vote préférentiel, je sais pas quoi, un truc calibré pour mettre de côté les candidats les plus clivants et favoriser le centre-gauche, pour dire rapide. Et puis surtout, moi j'interroge le caractère populaire. Qu'est-ce qu'il y a de populaire à une guerre des clics sur Internet? Allez voir un peu, venez avec moi après à l'île Sud ou dans les quartiers populaires de cette ville, vous allez voir que personne ne vous parle de la primaire populaire. On en parle dans les milieux plutôt, vous voyez, très politisés, plus avancés. Bon, écoutez, et surtout, et c'est le plus grave, et
et ça je veux pousser un coup de gueule, c'est que la semaine dernière, il y a eu les révélations du Canard enchaîné sur les méthodes des dirigeants de la primaire populaire. Des initiateurs, où on voit face caméra un initiateur qui dit maintenant c'est bien simple, on va empêcher Mélenchon et Jadot de collecter leur parrainage, on va les empêcher de récolter l'argent nécessaire pour faire campagne. Donc ça n'a rien de démocratique pour vous. Pardon, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a des militants qui à cette heure, bénévoles, s'usent à la tâche, en plus de leur activité professionnelle et familiale, pour faire campagne, pour collecter des parrainages. Ils méritent d'être respectés. Donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent, le candidat, c'est le programme politique. Lisez le programme. Si vous êtes d'accord avec ça, votez pour Jean-Luc Mélenchon. Si nous sommes qualifiés au second tour, on appellera toutes celles et ceux qui le veulent à venir gouverner avec nous parce qu'on saura enfin pourquoi faire. Allez, merci Adrien Quatennens et merci Régis Maillot qui sera en meeting d'ailleurs à Lille. Peut-être pas immersif, mais en tout cas un spectacle, un vendredi prochain. Merci. Au spotlight de Lille. Merci Régis, 13h49. Ma France est sur France Bleu. Voici venu l'heure du face-à-face. On va regarder ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale à Paris. Adrien Quatennens, nous recevons sur France Bleu Patrick Mennucci, membre du Parti Socialiste, soutien d'Anne Hidalgo et ancien député. Bonjour Monsieur Mennucci. Bonjour Madame, bonjour Monsieur le député. Bonjour. Hier à l'Assemblée nationale, à 169 voix pour, 1 contre, 5 abstentions, les députés ont adopté la résolution socialiste qui reconnaît et qui condamne le caractère génocidaire des violences politiques et des crimes contre l'humanité perpétrés par la République populaire de Chine contre les Ouïghours. Si on en parle aujourd'hui, c'est une manière de parler aussi des valeurs, de vos choix et de vos combats, car l'abstention, elle a été le fait des députés La France Insoumise. C'est une abstention qui provoque de la colère chez vous, Patrick Mennucci, pour commencer. Oh non, c'est pas de la colère. Pour moi, ce n'est absolument pas une surprise. Est-ce que j'écoutais Monsieur Quatennens pendant votre émission, je l'entends dérouler son programme, point par point. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut convenir d'un accord, mais sur la globalité de ce programme, on voit que c'est un programme évidemment qui me rappelle beaucoup le programme de Georges Marchais en réalité, programme où on rase gratuit et il suffit d'y croire et de voter. La question n'est pas tant le programme de la France Insoumise, bon, on connaît la valeur de ce type de déclaration. La question c'est qu'est-ce que la France Insoumise est en réalité. Et moi j'ai toujours un problème avec ça et je crois que le vote hier, enfin plutôt le non-vote des députés LFI à l'Assemblée nationale le montre. Il y a quand même une question sous-jacente sur la démocratie. LFI n'est pas un parti démocratique au sens où les partis politiques ont des adhérents qui décident, qui votent. Bon, c'est un chef, Jean-Luc Mélenchon, avec un certain nombre de dirigeants dont vous en avez un sur le plateau aujourd'hui. C'est un parti qui s'isole aux élections départementales, municipales, alors peut-être sauf dans le Nord où effectivement il y a eu une liste commune, mais aujourd'hui d'ailleurs les difficultés de la France Insoumise à trouver les 500 signatures, ça vient de là, c'est-à-dire la volonté de ne pas s'implanter localement. Alors pourquoi ? C'est d'ailleurs une vraie question. Oui, je reviens sur la posture démocratique, s'il vous plaît. Hier, démocratique qui se révèle dans ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est le Parti communiste chinois, c'est la gentillesse à l'égard de Poutine, c'est pas un mot sur les assassinats de Maduro. Adrien Quatennens, qu'est-ce qui s'est passé hier soir pour que les députés de la France Insoumise s'abstiennent et ne votent pas donc cette résolution contre le génocide perpétré par la République populaire de Chine contre les Ouïghours? Est-ce que c'était une consigne du groupe, manifestement? Est-ce qu'à titre personnel, vous auriez voté cette résolution? Je me serais abstenu comme les autres élus de mon groupe et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord, j'apprécie l'intervention de Monsieur Mennucci tout en nuance. Il vous manquait le Venezuela dans la liste de toutes vos caricatures. De non-critères, d'ailleurs, qui ont procédé à cette abstention. Alors, sur la vraie, Monsieur écoutez, soyons sérieux parce que c'est supporter de Maduro. On y peut rien. Adrien Quatennens. Pardon, Monsieur Mennucci, c'est mon tour de supporter l'abstention hier. D'abord, il faut être très clair et rappeler les choses parce qu'on parle d'un sujet grave qui n'est pas nécessairement maîtrisé par les auditeurs. On parle de la répression de masse que subissent les Ouïghours, 12 millions. Qui est avérée, qu'il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause. Il faut la dénoncer, mais aujourd'hui, vous n'avez aucune grande ONG
indépendante qui reconnaît le terme de génocide. Pourquoi ? Donc c'est un terme qui vous fait vous abstenir. Mais pourquoi, Wendy Bouchard ? Parce que ce terme est lourd de conséquences. Alors quoi ? On vote une résolution dans laquelle on dit qu'il y a un génocide et ensuite on va dans son lit se coucher ? Donc on ne veut pas se fâcher avec la République populaire de Chine ? Non, c'est pas le sujet, c'est pas histoire de pas se fâcher sur quoi que ce soit, c'est est-ce qu'on peut caractériser ce qui se passe, qui est une répression avérée ? On peut en quelque sorte le dire. Ce qui se passe, pour le voir un peu moins idéologiquement, ce qui se passe là-bas, c'est qu'en quelque sorte, une politique antiterroriste au départ a dégénéré, il faut le dire, dans une forme de répression de masse. Pour autant, qualifier cela de génocide, qui fait donc référence à ce qui a pu se passer avec la Shoah. Il y a le thème de crime contre l'humanité qui est évoqué aussi. Avec le Rwanda. S'il y a un génocide, alors il doit y avoir des conséquences. Alors on saisit l'ONU. Là, c'est juste une résolution d'affichage politique sans consistance. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'ingérer moralement dans ces ça veut dire qu'on ne peut pas. Nous avions souhaité que le terme soit remplacé. Qu'on parle de répression de masse, c'est reconnu. Mais le terme de génocide, aujourd'hui, il est par ailleurs employé essentiellement par les États qui, géopolitiquement, sont dans la ligne... Laissez-moi ça. C'est des sujets compliqués, en fait. Donc, si vous ne me laissez pas répondre, c'est essentiellement aujourd'hui un terme qui est utilisé par quelques États qui sont dans la ligne de la politique de confrontation avec la Chine des États-Unis d'Amérique. Et entendez bien ce que je dis, et j'espère que M. Menucci peut l'entendre, il ne s'agit en aucun cas ni de négliger ni de minorer la gravité de ce qu'il se passe. Simplement, Monsieur Menucci, vous ne pouvez pas dire depuis l'Assemblée nationale qu'il y a un génocide en cours au Xinjiang et ensuite terminer. Non, on va se coucher, l'Assemblée nationale se termine. Ça peut poser la question de vos valeurs, parce que vous voyez bien l'écho médiatique vous savez, de nos valeurs en matière géopolitique sont assez simples. Un, c'est le respect du droit international sous l'égide de l'ONU, le respect du droit international en toutes circonstances. Deuxièmement, notre souhait le plus complet, Wendy Bouchard, est la politique de Jean-Luc Mélenchon en matière de géopolitique et d'international, c'est que la France retrouve son indépendance au service d'un unique objectif, la paix. Vous voyez comme moi des tensions géopolitiques s'exacerber partout à travers le monde, et souvent avec des cartes sous la table. On ne se fâche pas avec la Chine. Non, c'est pas. Mais entendez-moi, il ne s'agit pas de dire on se fâche avec tel ou tel. On a des relations diplomatiques avec tous, et heureusement d'ailleurs qu'on peut les avoir, parce que si on choisissait les régimes, on ne parlerait pas avec beaucoup de monde. Mais si vous dites que par exemple cette répression de masse qui existe et qu'il faut dénoncer est un génocide, qu'est-ce que vous faites alors des Indiens d'Amérique qui ont été exterminés sur fond de construction d'une nation? Qu'est-ce que vous faites alors de ce qui s'est passé à Guantanamo? Patrick Menucci pour terminer. Non, mais ce sont des comparaisons, et Monsieur Quatennens, je ne lui connaissais pas, des pudeurs de gazelle à l'égard du Parti communiste chinois, et c'est tout simplement parce que il est en train de faire exactement ça pour vous, parce que mais non, vous caricaturez, vous desservez. C'est la réalité, et vous le savez parfaitement, vous connaissez la position de Jean-Luc Mélenchon et les contacts qu'il a avec le Parti communiste chinois. Mais la question sur le génocide, précisément, la définition des génocides dans la Convention de 1948 s'applique exactement à ce qui est en train de se passer pour les Ouïghours. Notamment, par exemple, le fait de faire éteindre un peuple par une limitation des naissances. Cette résolution est votée à l'Assemblée, quelles conséquences vous en tirez ? Est-ce qu'on peut parler ? Ne profitez pas d'être devant un micro, c'est pas très correct. Non, mais quelles conséquences, je vous pose la question et on s'arrête là, Patrick Menucci. Quelles conséquences tirer de cette résolution ? À quoi va-t-elle servir ? Les conséquences de cette résolution, évidemment que c'est pas des conséquences qui vont régler le problème, mais c'est une pression sur la Chine, et je trouve que la comparaison avec les Indiens d'Amérique, malheureusement, est vraiment pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un parlementaire français. Patrick Menucci soutient d'Anne Hidalgo, ancien député et membre du Parti socialiste. Nous parlions de l'Assemblée nationale avec vous comme député Adrien Quatennens. Parlons du Parlement européen. Mercredi, des eurodéputés assistaient au discours d'Emmanuel Macron sur la vision de la présidence française du Conseil de l'Europe. Alors certains ont réglé leur compte. Le candidat Yannick Jadot également qualifiant la présidence Macron de l'inaction politique et climatique. Il y a eu un certain nombre d'eurodéputés, la présidente du groupe socialiste espagnol, l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui ont dénoncé cette récupération politique. C'était pas le moment, au fond, finalement, de brouiller le message, de faire campagne dans l'hémicycle européen. Ça n'était pas le moment pour Emmanuel Macron, dans le contexte d'une campagne électorale en France, en l'occurrence la plus importante d'entre elles, l'élection présidentielle, d'accepter la présidence de l'Union européenne. Il en fait un marchepied électoral.
Donc supporter que les oppositions en présence fassent ce qu'elles ont à faire. Emmanuel Macron essaye depuis la tribune du Parlement européen à Strasbourg d'effacer, d'édulcorer son bilan en France. Son bilan social, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, il est désastreux. Son bilan climatique, c'est que toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été balayées d'un revers de main et vous avez la justice qui condamne l'État français pour inaction climatique et il essaye comme ça de rouler des mécaniques devant le Parlement. Écoutez, aujourd'hui, sur la question européenne, vraiment pour résumer, voyez, pour nous, rien n'est plus important que la souveraineté du peuple français. Le programme que nous voulons appliquer, qui est un programme de rupture sociale et écologique, il est incompatible avec le cadre actuel des traités européens. Alors pour nous, c'est clair, on proposera aux autres États membres de faire autre chose, ou alors nous désobéirons au cas par cas pour appliquer ce programme. Parce que les Français se souviennent d'une chose, j'en terminerai là, qui pour moi explique aussi beaucoup l'abstention qu'on connaît aujourd'hui. La fracture, elle commence vers 2005. Quand on demande aux Français leur avis par référendum sur les traités européens, qu'ils votent non et qu'on applique le oui malgré tout. Il faut respecter la souveraineté du peuple français. Merci, vous étiez avec nous dans les locaux de France Bleu Nord à Lille. Merci Adrien Quatennens. Génération Mélenchon aux éditions du Seuil. Bonjour Sidonie.